Je m'appelle Johnny, j'ai 32 ans, et je me trouvais dans une pièce pleine de gens qui prétendaient m'aimer. Pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi seul. Avant de vous raconter comment j'ai détruit ma propre famille avec un simple dossier rouge, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir qui est à mes côtés aujourd'hui. C'était un mardi soir, fin octobre. La pluie martelait les baies vitrées de ma salle à manger, brouillant les lumières de la ville en contrebas. Je venais de rentrer chez moi dans ma Porsche Panamera Turbo S, une voiture que je m'étais offerte en cadeau pour avoir conclu le plus gros contrat de licence de logiciel de ma carrière. C'était une bête de machine, élégante, gris foncé, murmurant la puissance et le contrôle. Mais dès que je suis sorti de cette voiture et suis entré dans ma propre maison, ce sentiment de contrôle s'est évaporé. Mes parents, M et Madame Carter, étaient déjà là. Landon aussi. Landon est mon frère aîné. Il a 35 ans, 3 de plus que moi, et il n'a jamais travaillé une vraie semaine de 40 heures de sa vie. Il était assis en bout de ma table à manger en acajou, faisant tourner un verre de mon meilleur scotch, une bouteille de Macallan 25 que j'avais gardée pour une occasion spéciale. « Johnny !» s'exclama ma mère, sans se lever de son siège. Enfin, on mourait de faim. Sierra nous a fait entrer. Sierra sortit de la cuisine. Elle avait 28 ans, belle de cette manière de poupée de porcelaine fragile qui vous donne envie de la protéger. Elle portait une robe bleu tendre que je lui avais achetée pour nos photos de fiançailles. Elle m'a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Il y avait une tension là. « Salut, chérie », dit-elle en me donnant un baiser sur la joue. « Ta mère nous parlait justement de la nouvelle idée d'entreprise de Landon. » J'ai desserré ma cravate, sentant le nœud familier de la tension se former à la base de mon cou. Encore une autre. Qu'est-il advenu de l'entreprise de dropshipping? Ou de l'installation de minage de crypto que j'ai payé? Landon a ri. Un son fort et retentissant qui manquait de toute véritable gaieté. C'était des expériences d'apprentissage, petit frère. Celle-ci, c'est la bonne. La rénovation-vente immobilière. J'ai juste besoin d'un petit capital de départ. Maman a dit que ça ne te dérangerait pas d'aider la famille. J'ai regardé mon père. Il était occupé à couper le rôti de côte de bœuf que j'avais payé, préparé par le chef privé que j'avais engagé pour la soirée. Il n'a même pas levé les yeux. Aide ton frère, Johnny. Tu sais qu'il a eu une série de malchances. Tu as été béni. C'est ton devoir. Béni. C'était leur mot pour ça. Ils appelaient mes semaines de travail de 80 heures, mes nuits blanches à coder jusqu'à ce que mes yeux brûlent, et ma détermination implacable des bénédictions, comme si le succès était tombé du ciel et avait atterri sur mes genoux, tandis que Landon n'était que la victime d'un malheur cosmique. On peut parler affaires plus tard, dis-je, la voix plate. Je pensais que ce dîner était pour célébrer nos fiançailles. Sierra et moi étions fiancés depuis 6 mois. Le mariage était prévu pour le printemps. Je l'ai regardée, espérant un peu de soutien, mais elle était occupée à remplir le verre de Landon. Sa main s'est attardée sur son épaule une seconde de trop, juste une fraction de seconde, mais je l'ai vu. Le dîner fut la torture habituelle. Ma mère a passé 45 minutes à louer Landon pour avoir presque conclu un accord il y a 3 ans tout en ignorant complètement le fait que mon entreprise venait de faire l'objet d'un article dans un magazine de technologie nationale. Landon a un tel charisme, s'extasiait ma mère en lui tapotant la main. Les gens sont attirés par lui. C'est un leader né, tout comme ton père. Et Johnny est le travailleur. Landon a souri d'un air suffisant, faisant un clin d'œil à Sierra. Il faut bien que quelqu'un paie les factures, non? Sierra a gloussé. C'était un son nerveux et aigu. Johnny travaille très dur, dit-elle. Mais cela sonnait comme une excuse. Après le dîner, la dynamique a changé. Mes parents et Landon sont allés au salon pour regarder le match sur mon écran de 85 pouces. Je suis resté dans la cuisine pour aider Sierra à débarrasser la table, même si nous avions du personnel pour le faire. Je voulais un moment avec elle. Elle semblait nerveuse. Elle a laissé tomber une fourchette en argent et le cliquetis l'a fait sursauter. « Sierra, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je en posant une main sur sa taille. « Tu es bizarre toute la soirée. » Elle s'est figée. Puis elle s'est tournée vers moi, et ses yeux étaient remplis de larmes. De grosses larmes qui débordaient de ses cils. « Johnny, je dois te dire quelque chose. Je suis allé chez le médecin aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. Est-ce que tout va bien? Es-tu malade?
Non. Oui. Je ne sais pas, elle a pris une inspiration saccadée. Le médecin a fait des tests. Mes niveaux d'hormones. Ils sont complètement déréglés. Il a fait une échographie. Elle a baissé les yeux sur ses mains, tournant la bague en diamant de 2 carats que j'avais mise à son doigt. J'ai une insuffisance ovarienne prématurée, Johnny. Mes ovules, ils ont disparu. Ou ceux qui restent ne sont pas viables. Elle a levé les yeux vers moi, sanglotant maintenant. Je suis stérile. Je ne peux pas te donner de bébé. Je sais à quel point tu veux une famille. Je suis brisé, Johnny. Je suis brisé. Mon cœur s'est brisé pour elle. Je connaissais la douleur de vouloir quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir. Je l'ai prise dans mes bras, enlaçant son corps tremblant. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux, sentant son parfum de vanille. Chut, ai-je murmuré. Ce n'est rien. Ce n'est rien, Sierra. Je t'aime. Je t'épouse toi, pas ta capacité à avoir des enfants. Nous avons des options. L'adoption, la gestation pour autrui. On trouvera une solution. On est une équipe. Tu ne me détestes pas, balbutia-t-elle contre ma poitrine. Je ne pourrai jamais te détester, dis-je fermement. On va surmonter ça. Je l'ai tenue longtemps dans mes bras. Je me sentais comme le protecteur, le fort, le pourvoyeur. Finalement, elle s'est reculée, essuyant ses yeux. Je dois aller me laver le visage. Je suis un vrai désastre. Prends ton temps, dis-je tendrement. Elle est sortie de la cuisine, se dirigeant vers la salle de bain des invités au bout du couloir. Je suis resté pour me verser un verre. J'avais besoin de quelque chose de fort. La nouvelle était un choc, mais j'étais déterminé à la soutenir. C'est ce que font les hommes. C'est ce que fait un mari. Je me suis dirigé vers le salon pour rejoindre ma famille, mon verre à la main. En passant dans le couloir, j'ai vu que Sierra n'était pas dans la salle de bain. Elle se tenait dans l'ombre près du placard à manteau. Son téléphone pressé contre son oreille. Je n'essayais pas d'écouter, mais sa voix était différente. Les sanglots avaient disparu. Le tremblement avait disparu. Il a tout gobé, murmura-t-elle. Sa voix était froide. Efficace. Hameçon, ligne et plomb. Ouais, il pleurait presque. Non, il ne partira pas. Il est trop noble pour ça. On est en sécurité. Elle a fait une pause, écoutant la personne à l'autre bout du fil. Puis elle a laissé échapper un rire bas et sensuel. Je sais. Tu me manques aussi. Ce soir, c'était difficile d'être si près de toi sans pouvoir te toucher. Mon sang s'est glacé. Je me suis figé dans le couloir, les glaçons dans mon verre cliquetant doucement. Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle. Une fois qu'on aura l'argent du mariage, on pourra voir la suite. Joue juste le jeu. Je t'aime. Elle a raccroché. Je me suis reculé dans l'ombre de la cuisine avant qu'elle ne se retourne. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. À qui parlait-elle? Sa mère? Non, on ne dit pas à sa mère qu'on a envie de la toucher sur ce ton. Je suis retourné dans le salon. Mon esprit s'emballait. Landon était affalé sur mon canapé en cuir, les pieds sur la table basse. Ma mère lui épluchait une orange. Le voilà, tonna Landon. Et, Sierra a l'air contrariée. Tout va bien au paradis? Sierra est entrée un instant plus tard, le visage fraîchement lavé, l'air tragique et courageux. Je lui ai dit, dit-elle doucement à la pièce. Ma mère s'est immédiatement levée et l'a serrée dans ses bras. Oh, ma pauvre chérie. Johnny nous a parlé du problème médical. Je ne leur avais rien dit. J'imagine que Johnny prendra soin de toi, dit ma mère en me lançant un regard acéré. Ce n'est pas parce qu'une femme a des problèmes là-dessous que tu peux la jeter, Johnny. La famille reste soudée. Bien sûr, dis-je. Ma voix semblait distante à mes propres oreilles. J'ai regardé Landon. Il observait Sierra. Il ne regardait pas son visage. Il regardait son corps. Et puis, pendant une brève seconde, il m'a regardé et a souri d'un air suffisant. Ce n'était pas un sourire de sympathie. C'était le sourire d'un loup qui venait de trouver la porte de la bergerie ouverte. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans le lit à côté de Sierra, écoutant ses fausses respirations de sommeil,
j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. L'histoire de l'infertilité était un mensonge. L'appel téléphonique était réel et l'ennemi n'était pas à l'extérieur de mes portes. L'ennemi était dans ma maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête qui ressemblait à un clou de chemin de fer enfoncé dans ma tempe. Sierra était déjà levée. Je pouvais l'entendre fredonner dans la cuisine. Un air joyeux et léger qui contredisait complètement la femme dévastée qu'elle avait jouée la nuit précédente. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond, laissant les souvenirs du passé m'envahir. Ce n'était pas nouveau. Ce sentiment d'être utilisé, d'être le personnage secondaire de ma propre vie. C'était l'histoire de mon enfance. J'ai repensé à l'époque où j'avais 10 ans. J'avais économisé mon argent de poche pendant 6 mois pour acheter un ensemble Lego spécifique. Le jour où je l'ai acheté, Landon, alors âgé de 13 ans, a décidé qu'il voulait le construire. Il l'a pris dans ma chambre. Quand j'ai essayé de le reprendre, il m'a poussé violemment. Je me suis cogné la tête contre le cadre du lit. Quand mes parents sont arrivés en courant, Landon pleurait, tenant sa main, prétendant que je l'avais mordu. Ils n'ont même pas vérifié ma tête. Ils m'ont puni pendant une semaine pour avoir blessé mon frère. Landon a gardé les Legos. Il a perdu les pièces en 3 jours. C'était le schéma. Landon voulait. Landon prenait. Johnny payait le prix. Mon fonds pour l'université, disparu. Mon père l'avait investi dans l'une des entreprises garanties de Landon quand j'avais 18 ans. J'ai travaillé 3 emplois, barista, commis de bibliothèque et codage en freelance pour payer mes frais de scolarité. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et 0 dette, purement par dépit et par épuisement. Landon a abandonné le collège communautaire après un semestre parce que les professeurs étaient trop exigeants. Maintenant, des années plus tard, rien n'avait changé, sauf que les enjeux étaient plus élevés. Je suis sorti du lit et je me suis habillé pour le travail. J'ai enfilé mon costume, une armure pour le monde moderne. Quand je suis entré dans la cuisine, Sierra préparait des crêpes. « Bonjour, mon beau » gazouilla-t-elle en retournant une crêpe. « J'ai fait tes préférés, aux myrtilles. »« Merci » dis-je en la regardant. « Tu as l'air d'aller mieux aujourd'hui. » J'ai décidé que je ne pouvais pas m'attarder sur les mauvaises nouvelles, dit-elle avec un grand sourire. Nous avons le mariage à planifier, et ta mère a appelé ce matin. Elle pense que nous devrions augmenter le budget des fleurs. Elle veut des orchidées. Les orchidées coûtent cher, Sierra. Mais elles sont élégantes, Johnny. Et Landon a dit qu'il connaissait un fleuriste qui peut nous obtenir un bon prix. Landon, toujours Landon. J'y réfléchirai, dis-je en prenant mon café. Je dois arriver tôt au bureau. Grosse réunion. Je n'avais pas de réunion. J'avais une enquête à mener. J'ai conduit la Porsche jusqu'à un café à 3 villes de là, loin de quiconque pourrait me reconnaître ou reconnaître ma voiture. Je me suis assis dans un coin au fond, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mes comptes bancaires. J'avais donné à Sierra une carte de crédit supplémentaire pour les dépenses du mariage et les urgences. Je n'avais jamais vraiment vérifié les lignes de dépenses une par une car le montant total était toujours dans le budget que j'attendais. Je lui faisais confiance. J'étais un imbécile. J'ai consulté les relevés des 6 derniers mois. La boutique de la mariée, 4 000 $. D'accord. Acompte pour le traiteur, 5 000 $. D'accord. Puis je l'ai vu. Le Starlight Motel, 120 $. 12 septembre. Le Blue Velvet Lounge, 250 $. 12 septembre. Le Starlight Motel, 120 $. 19 septembre. Men's Warehouse, 400 $. 25 septembre. J'avais la nausée. Le Starlight Motel était un endroit miteux à la périphérie de la ville. Pourquoi ma fiancée dépenserait-elle de l'argent là-bas? Et Men's Warehouse? Je n'avais pas acheté de costume depuis des mois, et certainement pas là-bas. J'ai croisé les dates. Le 12 septembre était un vendredi. J'étais à San Francisco pour une conférence sur la technologie. Sierra m'avait dit qu'elle passait une soirée entre filles avec ses demoiselles d'honneur. Le 19 septembre. Soirée tardive au bureau. J'ai fait défiler plus loin. Les frais étaient assez petits pour passer inaperçus si on ne cherchait pas, mais assez fréquents pour brosser un tableau. Des dîners pour 2 dans des steakhouse. Des billets pour un match de baseball.
Je déteste le baseball. Landon adore ça. Un achat pour une PlayStation 5. En août. Je me souvenais de cette PS5. Landon s'était vanté d'en avoir une. Il avait dit l'avoir gagnée à une tombola. Mes mains tremblaient en téléchargeant les relevés. J'avais besoin de plus que des données financières. J'avais besoin de preuves physiques. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retourné vers ma maison. Je savais que Sierra était sortie. Elle avait un essayage de robe à 11 heures. J'ai vérifié le tracker GPS de sa voiture, une fonction de sécurité dont elle connaissait l'existence mais dont elle avait probablement oublié que je pouvais y accéder. Elle était bien à la boutique de la mariée. Je me suis garé dans mon garage et je suis allé directement dans la chambre d'amis. Landon était resté dormir il y a quelques semaines après une nuit difficile. Il avait dit qu'il était trop ivre pour conduire. Je l'avais laissé dormir dans la suite d'invités. J'ai retourné la pièce. J'ai vérifié sous le matelas, dans les tiroirs, derrière la table de chevet. Rien. Puis je suis allé dans la chambre principale. Je me sentais comme un criminel dans ma propre maison. Je suis allé du côté du placard de Sierra. J'ai commencé à vérifier les poches de ses manteaux. Des reçus de café, des emballages de chewing-gum, un rouge à lèvres. Puis, dans la poche de son lourd trench-coat d'hiver, celui qu'elle n'avait pas porté depuis la saison dernière, ou du moins c'est ce que je pensais, j'ai trouvé quelque chose. C'était une petite pochette à bijoux en velours. À l'intérieur se trouvait une seule boucle d'oreille à clous en diamant, une boucle d'oreille d'homme. Je l'ai reconnue instantanément. Pour son 34e anniversaire l'année dernière, avant de réaliser pleinement la profondeur de son ressentiment, j'avais acheté à Landon une paire de clous en diamant. Il voulait ressembler à un rappeur ou à un frimeur. Il m'avait coûté 2000 $. Il en avait perdu une à une fête un mois plus tard. Voici la boucle d'oreille perdue, cachée dans la poche du manteau de ma fiancée, au fond de mon placard. J'ai porté le manteau à mon visage et j'ai inhalé. Sous l'odeur de la laine et de la poussière, il y avait une faible odeur persistante. Ce n'était pas le parfum de vanille de Sierra. C'était une eau de Cologne musquée et bon marché, Savage Beast ou quelque chose comme ça, l'eau de Cologne de Landon. La nausée m'a frappé comme une vague. Je me suis assis par terre dans le placard, tenant la boucle d'oreille accablante. Ils ne couchaient pas seulement ensemble. Ils se moquaient de moi. Ils utilisaient mon argent pour financer leur rendez-vous, s'achetant des cadeaux avec ma carte de crédit, et couchant ensemble sous mon toit pendant que j'étais dehors à travailler pour payer tout ça. Et mes parents, le savaient-ils? Je me suis souvenu du murmure de ma mère la nuit précédente. Cousin, non. Allez, fiston. Reste avec la fille. Attends, ce n'était pas ça. Que avait-elle dit exactement? J'ai rejoué le souvenir. J'entrais. Maman, le coup n'est rien pour lui. Garde-la juste heureuse, Landon. S'il l'épouse, on est tous bien. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Ma mère ne réconfortait pas seulement Landon. Elle le coachait. Elle savait. Mon père savait. Il savait que Sierra me trompait avec Landon, et il s'en fichait. En fait, il l'encourageait. Pourquoi? Parce que si Sierra m'épousait, je la soutiendrais. Et si elle était secrètement avec Landon, alors par extension, je soutenais Landon aussi. Ils assuraient un autre parasite pour leur enfant chéri. Je me suis levé, mes genoux craquant. La tristesse avait disparu. Le chagrin d'amour avait disparu. À sa place, il y avait une rage froide et dure. Une fureur si intense qu'elle a aiguisé ma vision. Il pensait que j'étais le distributeur de billets. Il pensait que j'étais le gentil gars naïf qui continuerait à signer des chèques. Je suis sorti du placard et je suis allé dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert mon coffre-fort et j'ai sorti une petite boîte noire. À l'intérieur se trouvaient 4 caméras espions sans fil haute définition. Je les avais achetées pour la sécurité autour du périmètre de la maison, mais je n'avais jamais installé celle de l'intérieur. J'ai passé l'heure suivante à les installer, une dans le salon caché dans une bibliothèque, une dans la cuisine au-dessus des armoires, et une, la plus douloureuse à placer, dans la chambre principale dissimulée à l'intérieur du détecteur de fumée. Je les ai connectés à un serveur cloud privé accessible uniquement depuis mon téléphone. Puis j'ai fait un sac. J'ai appelé Sierra. Salut chérie, dis-je, forçant ma voix à paraître stressée mais normale. Écoute, il y a un problème avec les serveurs de Tokyo.
Le système est en train de planter. Je dois prendre l'avion pour le centre de données en Oregon immédiatement. Je serai parti pour 3 jours. Oh non, dit Sierra. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. C'est terrible, Johnny. Reviens vite. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer, ai-je menti. Je pars maintenant. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis sorti dans le garage. Je n'ai pas pris la Porsche. Elle était trop visible. À la place, j'ai découvert la voiture que je gardais sous une bâche pour les week-ends. Ma Ferrari Roma. Elle était argentée, rapide et agressive. Mais je n'allais pas la conduire à l'aéroport. Je l'ai conduite jusqu'à un belvédère sur une colline à environ 1 kilomètre de ma maison. C'était un endroit isolé où les adolescents allaient s'embrasser. Mais un mardi après-midi, c'était vide. D'ici, avec une paire de jumelles, je pouvais voir mon allée. J'ai incliné le siège en cuir, ouvert mon ordinateur portable et attendu. Ça n'a pas duré longtemps. Il a recommencé à pleuvoir vers 16 heures. L'habitacle de la Ferrari était chaud et sentait le cuir cher, un contraste saisissant avec l'effroi froid qui s'installait dans mon estomac. Je regardais ma maison à travers le pare-brise strié de pluie. À 16h15, la voiture de Sierra est entrée dans l'allée. À 16h30, un Ford F-150 déglingué a remonté la rue. Le camion de Landon. Il ne s'est même pas garé dans la rue. Il s'est garé directement dans mon allée, bloquant la porte du garage comme s'il était chez lui. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone. Les flux des caméras se sont animés. Je les ai vus dans la cuisine. Sierra versait du vin. Mon vin. Landon est venu derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. Il lui a embrassé le cou. Elle s'est penchée en arrière contre lui, en riant. Il est parti, demanda Landon. L'audio était parfaitement clair. Il est dans un avion pour l'Oregon, dit Sierra en se tournant pour l'embrasser. C'était un baiser qu'elle ne m'avait jamais donné. Affamée, désespérée, brute. On a toute la maison pour nous pendant 3 jours. Mon Dieu, j'adore quand il voyage, dit Landon en sautant sur mon comptoir en granit, ses bottes de travail sales pendantes. Tu lui as demandé pour l'argent de l'investissement? Pas encore, dit Sierra en lui tendant le verre. J'ai lâché la bombe de l'infertilité hier soir. Il était anéanti. Il se sent tellement coupable maintenant qu'il fera tout ce que je demande. Je parlerai de l'argent pour ton entreprise la semaine prochaine. Je lui dirai que ça me ferait du bien de voir la famille réussir. Tu es un génie, bébé, sourit Landon. Et tu es sur qui l'a gobé l'histoire de l'infertilité? Hameçon, ligne et plomb. C'est un tel sentimental. Il pense qu'il va me réparer. Elle a levé les yeux au ciel. Il ne sait pas que je ne suis pas brisé. Je ne veux juste pas de ses enfants. Tant mieux, ricana Landon. Parce que je ne veux pas que son ADN se mélange au tien. Tu es à moi. Je suis à toi, murmura-t-elle. Puis ils se sont dirigés vers les escaliers, vers la chambre. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'en avais assez vu. Je n'avais pas besoin de voir le reste. La bile est montée dans ma gorge, chaude et acide. Je suis resté assis là pendant 5 minutes, inspirant, expirant, inspirant, expirant. Mon instinct était de descendre, d'enfoncer la porte et de battre Landon jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se tenir debout. Mais la violence ne ferait que m'envoyer en prison. Et cela leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient. Mes biens, ma liberté, ma vie. Non, je devais être plus intelligent. Je devais être plus froid. J'ai démarré la Ferrari. Le moteur a rugi, un grognement profond et guttural qui correspondait à mon humeur. J'ai descendu la colline, sans excès de vitesse, mais avec une précision délibérée et terrifiante. Je me suis garé dans l'allée, bloquant le camion de Landon. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai déverrouillée silencieusement. J'ai monté les escaliers. Je pouvais les entendre. Les bruits étaient sans équivoque. Les bruits de mon frère et de ma fiancée dans mon lit. Je n'ai pas défoncé la porte. Je l'ai simplement ouverte. La pièce sentait le sexe et la trahison. Ils étaient enchevêtrés dans les draps. Mes draps. J'ai tendu la main et j'ai allumé la lumière. Qu'est-ce que? Landon s'est précipité, tombant du lit dans un enchevêtrement de membres. Sierra a crié,
tirant la couette jusqu'à son menton, les yeux écarquillés de terreur. Johnny, tu es censé être en Oregon. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre, les bras croisés. J'étais étonnamment calme. C'était le calme d'un démineur qui a décidé de couper le fil rouge et de voir ce qui se passe. Le vol a été annulé, dis-je. Heureusement pour moi. Landon essayait d'enfiler son pantalon, sautillant sur une jambe. Johnny, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. On se réconfortait juste à propos de l'infertilité. J'ai ri, un aboiement sec et sans humour. Se réconforter? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Sors, Johnny. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Sierra pleurait maintenant. De vraies larmes de panique cette fois. C'était une erreur. Une seule fois. On était juste si triste et confus. J'ai dit, sortez, répétai-je, ma voix baissant d'une octave. Tous les deux. Maintenant. Ou j'appelle la police et je vous fais arrêter pour violation de propriété. Et Landon, comme tu conduis avec un permis suspendu, je suis sûr que les flics adoreraient discuter avec toi. Landon s'est figé. Il savait que je savais. Tu ne ferais pas ça, gronda Landon, essayant de retrouver une certaine domination. Je suis ton frère. Je n'ai pas de frère, dis-je. J'ai un parasite, et je suis en train de désinfecter. J'ai attrapé le tas de vêtements de Landon par terre et je les ai jetés dans le couloir. Dehors. Nu ou habillé, je m'en fiche. Vous avez 2 minutes. Landon s'est précipité après ses vêtements. Sierra sanglotait, cherchant sa robe. Johnny, bébé, s'il te plaît, supplia-t-elle. Je t'aime. Il m'a forcé. Il m'a manipulé. J'ai vu les textos, Sierra, ai-je menti? Et j'ai des caméras dans la maison. Je vous ai entendu dans la cuisine. Hameçon, ligne et plomb. Tu te souviens. Son visage est devenu blême. Le sang s'est retiré si vite qu'elle ressemblait à un fantôme. Elle savait que le jeu était terminé. 5 minutes plus tard, il se tenait dans l'allée sous la pluie. Landon était torse nu, grelottant. Sierra serrait son sac à main, le mascara coulant sur son visage. Ne revenez pas, dis-je depuis le porche. Je ferai envoyer tes affaires chez tes parents, Sierra. La bague. Eh bien, puisque tu as rompu le contrat de nos fiançailles en couchant avec mon frère, je la garde. Ou je te poursuis en justice pour le coup. C'est toi qui choisis. Tu ne peux pas faire ça, cria Landon en donnant un coup de pied dans le pneu de son camion. Maman et papa vont te tuer. Qu'ils essaient, dis-je. J'ai claqué la lourde porte en chaîne et je l'ai verrouillée. Je me suis appuyé contre la porte et j'ai glissé jusqu'au sol. L'adrénaline s'estompait, me laissant tremblant. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'ai pas répondu. Il a sonné à nouveau. Mon père. Puis Landon. Puis Sierra. J'ai éteint le téléphone. Je suis allé à la cuisine, j'ai trouvé une bouteille de whisky et je me suis assis dans le noir à regarder la pluie. Mais le silence n'a pas duré. Le lendemain matin, la tempête a vraiment commencé. J'ai allumé mon téléphone à 8 heures. 17 messages vocaux. Le premier était de maman. Johnny, qu'est-ce qui se passe? Landon est là. Il est anéanti. Il dit que tu as tout mal compris. Rappelle-moi tout de suite. Le troisième était de papa. Tu as mis ton frère dehors sous la pluie. Es-tu fou? Il aurait pu tomber malade. Tu te la joues avec ton argent. La famille pardonne, Johnny. Appelle-nous. Le dernier était encore de maman, de 2 heures du matin. Sa voix était venimeuse. Tu es un garçon égoïste et sans cœur. Sierra est désemparée. Elle a fait une erreur, oui, mais tu l'y as poussée avec ton obsession du travail. Répare ça, Johnny. Ou tu n'es plus mon fils. Je les ai tous supprimés. Je pensais que c'était fini. Je pensais avoir enlevé le cancer. Mais j'avais tort. Le cancer métastase. 2 semaines passèrent. J'ai parlé à un avocat, commencé le processus de séparation complète de mes finances et mis la maison en vente. Je voulais un nouveau départ. Puis, un lundi matin, Sierra s'est présentée à mon bureau.
Elle n'était pas seule. Elle était avec ma mère. Mon assistante a essayé de les arrêter, mais ma mère est passée en force. Elles ont fait irruption dans mon bureau alors que j'étais en conférence téléphonique. Nous devons parler, a annoncé ma mère en claquant son sac sur mon bureau. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai rien à vous dire, ni à elle. Sierra avait l'air différente. Elle ne portait pas de maquillage. Elle avait l'air pâle. Elle portait une robe ample. Johnny, dit Sierra, la voix tremblante. Elle a fouillé dans son sac et a sorti un morceau de papier. Elle l'a fait glisser sur le bureau en acajou. C'était une image d'échographie. Une petite tache grise. Je suis enceinte, dit-elle. J'ai fixé l'image. Je pensais que tu étais stérile. Insuffisance ovarienne prématurée, n'est-ce pas? Le médecin a dit. C'est un miracle, intervint ma mère, les yeux brillants de triomphe. Un bébé miracle. C'est le tien, Johnny, dit doucement Sierra. Le timing, ça correspond à la dernière fois que nous étions ensemble avant. Avant Landon. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'image. Et puis j'ai regardé ma mère. Alors, dis-je en me penchant en arrière dans ma chaise. Laissez-moi deviner. Vous voulez que je vous reprenne? Nous voulons que tu fasses ce qu'il faut, dit ma mère d'un ton sévère. C'est ton enfant. Ou même s'il y a une infime chance que ce soit celui de Landon. C'est un Carter. C'est la famille. Tu en as les moyens. Landon n'a rien. Sierra n'a rien. Tu ne peux pas laisser ta chair et ton sang mourir de faim. Si c'est celui de Landon, c'est son problème, dis-je froidement. C'est ton frère, hurla maman. Si tu tournes le dos à ce bébé, j'irai voir la presse. Je dirai à tout le monde que le PDG d'Aristo a abandonné sa fiancée enceinte et son propre neveu. Comment cela paraîtra-t-il à tes investisseurs, Johnny? Les clauses d'intégrité dans tes contrats. C'était du chantage, pur et simple. Ils utilisaient un enfant à naître, un enfant qui pourrait être la progéniture incestueuse de mon frère, pour me prendre en otage. Sortez, dis-je calmement. On se verra au tribunal, siffla ma mère. On veut une pension alimentaire, une pension de compensation. On veut tout. Elles sont parties. Je suis resté assis là, regardant la photo d'échographie laissée sur mon bureau. Un bébé miracle d'une femme qui prétendait être stérile et d'un frère qui couchait avec elle. Il pensait m'avoir piégé. Il pensait que la menace du scandale et le peut-être de la paternité me feraient ouvrir mon portefeuille. Il ne connaissait pas le dossier rouge dans mon coffre-fort. Les jours suivants furent un tourbillon de menaces légales et de harcèlement. Mes parents ont lancé une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Des publications vagues sur les narcissiques et l'abandon et comment l'argent change les gens. Ils ne m'ont pas nommé, mais dans notre petite ville, tout le monde savait. Landon m'a envoyé un texto, sois un homme. C'est un bébé. Ne sois pas un monstre. Sierra a envoyé des photos de chaussures de bébé. Je sais que tu es en colère, mais ne punis pas notre enfant. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, je suis allé voir Arthur Stone. Arthur Stone est le genre d'avocat spécialisé en divorce et en droit de la famille qui sème la terreur dans le cœur des hommes et des femmes. Il est cher, impitoyable et déteste les menteurs. Je me suis assis dans son bureau, entouré de livres reliés en cuir qui coûtaient plus cher que le camion de Landon. Alors, dit Arthur en joignant les doigts. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Votre ex-fiancée, qui prétendait être stérile, est maintenant enceinte. Elle admet avoir couché avec votre frère. Vos parents exigent que vous payiez pour tout, quelle que soit la paternité, sinon ils ruineront votre réputation. C'est à peu près ça, dis-je. Et ils prétendent qu'il y a une possibilité que l'enfant soit de vous. Oui, ils comptent dessus. Ou du moins, ils comptent sur l'ambiguïté pour forcer un règlement. Arthur hocha la tête. Normalement, je dirais de commander un test ADN immédiatement. Le test de paternité prénatale est possible. Je ne veux pas de test ADN pour l'instant, dis-je. Arthur a haussé un sourcil. Pourquoi pas? J'ai sorti de ma mallette un dossier rouge. Parce que je veux qu'ils s'engagent dans le mensonge. Je veux qu'ils y apposent leur nom. Je veux les poursuivre pour fraude, extorsion et détresse émotionnelle. Je veux les enterrer, Arthur, pas seulement gagner. Je veux saler la terre.
J'ai fait glisser le dossier sur le bureau. Arthur l'a ouvert. Il a lu la première page. Ses yeux se sont agrandis. Il a lu la deuxième page. Un lent sourire de requin s'est étalé sur son visage. Oh, dit doucement Arthur. Oh, c'est bon. C'est très bon. Il a levé les yeux vers moi. Vous n'en avez parlé à personne? Personne, dis-je. Pas même à mes parents. Surtout pas à eux. Monsieur Carter, dit Arthur en fermant le dossier. Si nous jouons bien nos cartes, non seulement ils repartiront sans rien, mais ils pourraient repartir avec des menottes. Nous avons passé la semaine suivante à préparer le piège. Arthur a contacté l'avocat de Sierra, un avocat de centre commercial que mes parents avaient engagé. Nous avons proposé une réunion de médiation pour régler la question de la pension alimentaire et des éventuels arrangements de garde. Nous l'avons présenté comme une capitulation. Nous avons laissé entendre que j'étais terrifié par la mauvaise presse et prêt à payer pour que les choses restent calmes. Nous avons offert une somme forfaitaire généreuse et des paiements mensuels qui ont fait briller les yeux de Landon, j'en suis sûr. Mais il y avait une condition. Pour recevoir l'argent, ils devaient signer une déclaration sous serment, un document légal stipulant qu'à leur connaissance, j'étais le père. Que Sierra n'avait pas utilisé de contraception parce que nous essayions. Un autre mensonge qu'elle a raconté. Que Landon renonçait à toute prétention sur l'enfant. S'il signait et que je prouvais que je n'étais pas le père, ce n'était pas juste une erreur. C'était une fraude à la paternité. C'était une tentative de vol qualifiée. La réunion a été fixée au vendredi. Jeudi soir, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait les 100 pas dans ma maison vide. Les caméras tournaient toujours, mais il n'y avait rien à regarder. Le silence était assourdissant. Je n'arrêtais pas de penser à mes parents. Y avait-il une partie d'eux qui m'aimait vraiment? Ou n'étais-je qu'un investissement qui rapportait des dividendes tandis que Landon était l'animal de compagnie? Je me suis souvenu d'une fois où j'avais 7 ans. J'avais fait un dessin de notre famille. Maman, papa, Landon et moi. Je l'ai montré à ma mère. Elle l'a mis sur le frigo, mais elle l'a mis derrière le bulletin de notes de Landon. Un bulletin avec des C et des D, mais elle était si fière qu'il ait réussi. J'étais toujours derrière Landon. Toujours le plan de secours. Eh bien, le plan de secours était sur le point de devenir l'équipe de démolition. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma tante Sarah. Elle était la seule de la famille à voir clair dans ce non-sens, mais elle gardait généralement le silence pour préserver la paix. Tante Sarah, ta mère dit que tu vas signer les papiers demain. Elle organise une fête de la victoire samedi. Johnny, tu es sûr de ça? J'ai souri dans le noir. Une fête de la victoire? Bien sûr. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, ne t'inquiète pas, tante Sarah. Assure-toi juste de ne pas être à cette fête. Ça va être des funérailles. Vendredi matin. Le ciel était clair, d'un bleu cruel et vif. J'ai revêtu mon plus beau costume, un 3 pièces anthracite taillé en Italie. J'ai porté la montre que je m'étais offerte pour mes 30 ans. J'avais l'air du succès. J'avais l'air de l'argent. J'ai conduit la Porsche jusqu'au bureau d'Arthur en centre-ville. La réunion se tenait en terrain neutre. Quand je suis entré dans la salle de conférence, ils étaient déjà là. L'alliance de la trahison. Sierra était assise d'un côté, l'air sage et caressant son ventre à peine visible. Elle portait du blanc, jouant la carte de l'ange innocent. Landon était assis à côté d'elle, portant un costume qui ne lui allait pas. Probablement un de mes anciens que ma mère avait récupéré. Il avait l'air suffisant. Il avait l'air d'avoir déjà dépensé l'argent. Mes parents les flanquaient de chaque côté. Ma mère refusait de me regarder dans les yeux. Mon père me fusillait du regard, les bras croisés. Finissons en, grogna mon père. Johnny, tu as assez fait traîner les choses. Bonjour à toi aussi, papa, dis-je en prenant ma place à côté d'Arthur. Arthur ouvrit sa mallette et étala les documents. Il était calme, professionnel, terrifiant. Mon client, commença Arthur, est prêt à offrir un ensemble complet de soutien. Nous parlons de 15 000 $ par mois de pension alimentaire, d'une couverture médicale complète et d'un fonds en fiducie pour l'éducation de l'enfant. Landon a sifflé. 15 000 sympa. Les yeux de Sierra se sont illuminés. Et la maison, demanda-t-elle. J'ai besoin d'un endroit sûr pour élever le bébé.
Johnny est prêt à céder l'acte de propriété du chalet au bord du lac, dit Arthur. Ma mère a eu le souffle coupé. Le chalet? Oh, c'est parfait. C'est près de chez nous. Cependant, continua Arthur en levant un doigt, nous exigeons une certitude. Johnny est un homme de fait. Avant qu'il ne cède des actifs valant des millions sur la durée de vie de cet enfant, nous avons besoin d'une reconnaissance formelle de paternité. L'avocat de Sierra, un homme nerveux nommé Monsieur Blard, a pris la parole. Nous n'avons pas encore fait de test ADN. Nous n'en avons pas besoin, a claqué ma mère. Sierra sait qui est le père. Elle dit que c'est Johnny. Ça nous suffit. Il faut que ça suffise au tribunal, dit Arthur doucement. Ce document stipule essentiellement que Sierra est certaine que Johnny est le père, que des rapports sexuels ont eu lieu pendant la période de conception et que Landon Carter nie la paternité. Arthur a fait glisser les papiers sur la table. Si vous signez ceci, les chèques commenceront à arriver lundi, dit Arthur. Si vous ne le faites pas, eh bien, nous irons au procès, et cela pourrait prendre des années. La cupidité est un puissant bandeau. Je les ai regardés. Je les ai regardés échanger des regards. Landon s'est penché vers Sierra. Signe, bébé. On sait que c'est probablement le sien de toute façon. Et même si ce n'est pas le cas, une fois qu'on aura l'argent, qui s'en soucie? Il l'a chuchoté. Mais dans la pièce silencieuse, j'ai entendu le sifflement. Sierra a pris le stylo. Sa main n'a pas tremblé. Elle a signé. Landon a signé. Puis Arthur a poussé un autre papier vers mes parents. Et en tant que témoins et grands-parents faisant valoir leurs droits familiaux, nous avons besoin de vos signatures aussi. Ma mère a signé avec un grand geste. Mon père a signé avec un grognement. C'était fait. Il s'était légalement engagé dans le mensonge. J'ai regardé les papiers. L'encre était encore humide. Merci, dis-je. Ma voix était calme. Enfin, dit ma mère. Tu as fait ce qu'il fallait, Johnny. Je savais que tu avais un cœur. Maintenant, à propos du premier chèque, commença Landon. Il n'y aura pas de chèque, dis-je. La pièce est devenue silencieuse. Excuse-moi, demanda Sierra, son sourire vacillant. J'ai dit, il n'y aura pas de chèque. Il n'y aura pas de maison. Il n'y aura pas de fonds en fiducie. Je me suis levé. Je me sentais mesurer 3 mètres de haut. Je sentais le poids de 30 ans d'oppression se soulever de mes épaules. Arthur, s'il vous plaît. Arthur a sorti de son sac le dossier rouge. Pièce à conviction A, annonça Arthur, sa voix résonnant comme un maillet. Il a ouvert le dossier et a distribué des copies à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Demanda mon père en plissant les yeux devant le jargon médical. Ça, dis-je en montrant le papier, est un dossier médical de la Mayo Clinic datant de 5 ans. J'ai regardé Sierra droit dans les yeux. Il y a 5 ans, j'ai eu un cas grave d'orchite, une complication des oreillons que j'ai attrapé en voyage. Cela a causé une atrophie testiculaire sévère. J'ai fait une pause pour les faits. Je ne voulais pas en parler parce que c'est embarrassant. Mais le résultat, certifié par 3 spécialistes différents dans ce dossier, est clair. J'ai une azoospermie, une absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Sierra a laissé tomber le papier, sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. En termes simples, dis-je en me penchant sur la table, ma voix baissant à un murmure dangereux, je suis stérile à 100%, de manière irréversible. Il est médicalement impossible pour moi d'engendrer un enfant. Le silence dans la pièce était lourd, suffocant. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Donc, continuai-je, en regardant Landon, dont le visage avait pris la couleur de la cendre, ce bébé miracle, ce n'est pas le mien. Il ne peut pas être le mien. Ce qui signifie, j'ai pointé l'affidavit qu'il venait de signer, que vous venez de jurer sous peine de parjure que je suis le père pour m'extorquer de l'argent. C'est de la fraude. C'est une tentative de vol qualifiée, étant donné les montants en jeu. Et vous, j'ai pointé mes parents, vous avez aidé et encouragé. Non, murmura ma mère. Non, c'est une erreur. Les médecins se trompent. Les médecins ne se trompent pas, maman, dis-je. Mais toi, si. Tu étais si désespéré de financer la vie de Landon avec mon argent que tu ne t'es même pas arrêté pour réfléchir. Tu as misé sur le mauvais cheval. Le chaos qui a suivi était différent de tout ce que j'avais jamais vu.
Ce n'était pas bruyant au début. C'était le son de l'air aspiré hors de la pièce. Landon a été le premier à craquer. Il s'est levé si vite que sa chaise a basculé. « Tu nous as piégés », a-t-il crié en pointant un doigt tremblant vers moi. « Tu savais. Tu nous as laissé signer ça. »« Asseyez-vous, monsieur Carter », dit Arthur Stone, sa voix claquant comme un fouet. « À moins que vous ne vouliez que j'appelle la police tout de suite. » Nous avons l'aveu signé. Nous avons la demande d'argent enregistrée. Nous avons tout. Landon s'est affaissé contre le mur, ressemblant à un rat acculé. Sierra fixait le dossier médical, des larmes coulant sur son visage. De vraies larmes cette fois. Les larmes d'une femme regardant son parachute doré se transformer en enclume. « C'est celui de Landon », murmura-t-elle. « Ça doit être celui de Landon. »« Oh, j'en suis sûr, dis-je. »« Félicitations, oncle Landon. Tu vas être papa. J'espère que ton entreprise de dropshipping va décoller parce que les bébés coûtent cher. » Ma mère s'est tournée vers Sierra. La transformation a été instantanée. La belle-mère aimante a disparu, remplacée par une harpie. « Espèce de petite sorcière menteuse », a hurlé maman en frappant la table. « Tu nous as dit que c'était celui de Johnny. Tu as dit que tu en étais sûr. »« Je pensais que ça pouvait l'être », gémit Sierra. « On essayait d'avoir de l'argent pour vous. Vous avez dit que Johnny nous le devait. Vous avez dit qu'il était la vache à lait. »« Je n'ai jamais dit ça », a crié maman en me regardant avec des yeux écarquillés et paniqués. « Johnny, elle ment. On ne savait pas. On pensait que c'était le tien. On voulait juste que tu sois heureux. »« Arrêtez, dis-je. » Ma voix n'était pas forte. Mais elle a traversé le bruit. « Arrêtez de mentir. Pour une fois dans votre vie. » J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait toujours dit d'être dur, d'être un homme. Il regardait ses mains, incapable de croiser mon regard. « Tu savais, lui dis-je. Tu savais qu'ils couchaient ensemble. » J'ai entendu maman coacher Landon. « Et tu as suivi le mouvement parce que tu ne voulais pas puiser dans ta retraite pour sauver Landon de ses dettes. Tu voulais que je paie encore pour ses erreurs, comme pour le fonds d'université, comme pour les Legos. » Mon père a levé les yeux. Ses yeux étaient vieux et fatigués. « On doit protéger la famille, Johnny. »« Je suis d'accord, dis-je. Et c'est pourquoi je me protège. Parce que vous n'êtes plus ma famille. Vous êtes mes passifs. » Je me suis tourné vers Arthur. « Quelles sont nos prochaines étapes ?» Arthur a souri. « Eh bien, nous déposons une ordonnance restrictive contre toutes les parties. Nous intentons une action civile pour la restitution de la bague de fiançailles et les frais de justice. Et nous transmettons cet affidavit au bureau du procureur pour voir s'ils veulent poursuivre pour tentative de fraude. » Johnny, non. Maman a attrapé mon bras. Sa prise était désespérée. « Tu ne peux pas envoyer ton frère en prison. Tu ne peux pas poursuivre tes parents. On va perdre la maison. On a co-signé les prêts de Landon. » J'ai baissé les yeux sur sa main sur ma manche. C'était la main qui m'avait giflé quand j'étais enfant pour avoir pleuré quand Landon m'avait fait mal. C'était la main qui avait caressé les cheveux de Landon pendant que j'étudiais dans mon coin. J'ai doucement mais fermement retiré sa main. « Ça ressemble à votre problème, dis-je. » Je me suis dirigé vers la porte. « Johnny » a crié Landon. « Si tu franchis cette porte, tu es mort pour nous. » Je me suis arrêté. Je me suis retourné une dernière fois. J'ai regardé le tableau pathétique, mon ex-fiancée enceinte et sanglotante, mon frère fauché et terrifié. Mes parents, réalisant que leur retraite était sur le point de disparaître en frais de justice. « Landon, dis-je, je suis mort pour vous depuis des années. J'étais juste un fantôme avec un chéquier. Maintenant, je suis juste un fantôme. » Je suis sorti. En entrant dans le couloir, laissant les cris et les pleurs derrière moi, je m'attendais à être triste. Je m'attendais à ressentir un sentiment de perte. Mais en sortant du bâtiment et en entrant dans la lumière vive du soleil, voyant ma Porsche m'attendre au bord du trottoir, je n'ai ressenti qu'une chose, de la légèreté. J'ai pris une profonde inspiration de l'air de la ville, il avait le goût de la liberté. J'ai conduit jusqu'au lac, pas au chalet que je vendais, mais à une jetée publique. Je me suis assis sur le capot de ma voiture et j'ai regardé l'eau. Mon téléphone a explosé pendant des jours. Des menaces, des supplications, des « s'il te plaît » de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans.
Sierra a envoyé un texto. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je t'aimais. Bloqué. Landon. Maman est à l'hôpital avec des douleurs thoraciques. Tu es content? J'ai appelé l'hôpital. Elle n'y était pas. Un autre mensonge. Bloqué. Papa. On peut arranger ça. Viens juste dîner. Bloqué. Les conséquences ont été rapides et brutales. Sans mon soutien financier, et avec le procès imminent, l'alliance s'est effondrée. Sierra a réalisé que Landon n'avait ni argent ni perspective. Elle est retournée vivre chez ses propres parents, qui étaient loin d'être ravis d'avoir une fille enceinte et une potentielle enquête pour fraude sur les bras. Landon a essayé de fuir. Il a pris son camion et a conduit vers le Mexique, essayant apparemment d'échapper à ses dettes existantes et à la tempête à venir. Il s'est fait arrêter à 3 États de là pour des excès de vitesse impayés et conduite avec un permis suspendu. Comme mes parents avaient mis leur maison en garantie pour sa caution lors d'une accusation précédente, ils étaient maintenant dans de beaux draps. Mes parents, ils ont vieilli de 10 ans en un mois. Ils ont été socialement ostracisés dans une petite ville. Les nouvelles vont vite. L'histoire de la façon dont ils ont essayé de faire porter le chapeau du bâtard de leur enfant chéri à leur fils qui réussissait s'est répandue. La fête de la victoire n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, ils ont cessé d'aller au country club. Ils ont cessé d'aller à l'église. Ils se sont cachés dans leur maison, se noyant dans le silence qu'ils avaient créé. Quant à moi, je ne suis sorti avec personne pendant 1 an. Je me suis concentré sur mon entreprise. J'ai voyagé. J'ai acheté un chien, un berger allemand nommé Justice. Mais la chose la plus importante que j'ai faite a été d'apprendre à définir la famille. J'ai réalisé que le sang ne fait pas de vous une famille. Le sang vous rend parent. La loyauté, l'amour et le respect font de vous une famille. J'ai renoué avec ma tante Sarah. Elle est devenue mon roc. Nous dînons ensemble tous les dimanches. Pas de drame, pas de demande d'argent, juste de la nourriture et des rires. Cela fait 2 ans maintenant. J'ai une nouvelle petite amie. Elle s'appelle Elena. Elle est pédiatre. Elle a son propre argent, sa propre vie et sa propre intégrité. Quand je lui ai parlé de mon état de santé, elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas partie. Elle m'a pris la main et a dit, « D'accord, nous avons beaucoup d'amour à donner. Il y a plein d'enfants qui ont besoin d'un père comme toi. » Et elle avait raison. Parfois, il faut brûler toute la forêt pour laisser la nouvelle croissance survivre. J'ai craqué l'allumette et je l'ai regardée brûler. Et debout ici aujourd'hui dans les cendres de la maison Carter, je peux enfin voir le soleil. Le silence qui a suivi mon départ de l'alliance de la trahison n'était pas vide. Il était d'abord lourd. C'était le genre de silence qui résonne dans vos oreilles après l'explosion d'une bombe. Pendant les 3 premiers mois, je me réveillais en m'attendant à une crise. Je vérifiais mon téléphone instinctivement, attendant un texto culpabilisant de ma mère ou une demande de Landon. Mais le bouton de blocage est une chose merveilleuse, c'est une frontière numérique que, contrairement à mes frontières physiques, il ne pouvait pas franchir. Je me suis jeté dans mon travail, mais cette fois, c'était différent. Avant, je travaillais pour prouver que j'étais digne d'amour. Je travaillais pour acheter leur approbation, pour être le bon fils qui pouvait réparer les erreurs de Landon. Maintenant, je travaillais pour moi. Je travaillais parce que j'aimais le défi, la création, la construction de quelque chose qui était indéniablement mien. Aristo s'est développé. Nous avons ouvert un bureau à Londres, puis un autre à Singapour. Ma valeur nette a doublé, puis triplé. Mais les chiffres sur le compte en banque n'importaient pas autant que la paix dans ma poitrine. Pour célébrer le 1er anniversaire de ma liberté, le jour où je suis sorti de ce cabinet d'avocat, j'ai fait quelque chose de purement égoïste. J'ai vendu la Porsche Panamera. Elle me rappelait trop les nuits passées à rentrer dans une maison pleine de mensonges. Je suis allé chez le concessionnaire et j'ai acheté une Rolls-Royce Spectre. Elle était électrique, silencieuse et imposante. Une forteresse de solitude sur roues. La couleur était un bleu nuit profond, presque noir. La conduire, c'était comme flotter sur un nuage, détaché des petites querelles du monde en dessous. C'est dans cette voiture, garée devant une petite librairie indépendante de la ville, que j'ai rencontré Elena. Elle ne cherchait pas un homme riche. Elle n'a même pas remarqué la voiture. Elle a remarqué que je lisais une première édition d'un roman de science-fiction vintage qu'elle adorait. Elle a frappé à la fenêtre,
non pas pour demander qu'on la dépose, mais pour discuter de la fin du livre. Elena était tout ce que Sierra n'était pas. Elle était chirurgienne pédiatrique, vive comme l'éclair, avec un rire fort et non poli. Elle avait son propre argent, sa propre carrière et ses propres opinions bien arrêtées. À notre 3e rendez-vous, quand l'addition est arrivée, elle l'a attrapé avant que je puisse atteindre mon portefeuille. « C'est pour moi, dit-elle. »« Je suis démodée, ai-je protesté. »« Je paie. »« Je suis chirurgienne, a-t-elle rétorqué avec un sourire. »« Je sauve des vies et je gagne beaucoup d'argent. En plus, tu as payé pour le film. » Les relations, c'est une question d'équilibre, Johnny, pas de transaction. L'équilibre. Ce mot m'a frappé fort. Je n'avais jamais connu l'équilibre. Je n'avais connu que l'effet de levier. J'ai tout raconté à Elena environ 6 mois plus tard. Je lui ai parlé de la stérilité, du frère, de la fraude, de la trahison. Je m'attendais à ce qu'elle s'enfuit. Je m'attendais à ce qu'elle me voie comme une marchandise endommagée ou trop dramatique. Au lieu de cela, elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Il ne te méritait pas », a-t-elle dit simplement. Et pour l'histoire des enfants, la biologie, c'est juste de la chimie. La famille, c'est de l'histoire. Nous pouvons créer notre propre histoire. Alors que ma vie était en ascension, la maison Carter était en chute libre. J'avais des nouvelles partant de Sarah. Nous nous retrouvions pour déjeuner une fois par mois dans un bistrot tranquille où mes parents ne mettraient jamais les pieds parce que les portions étaient trop petites. « C'est grave, Johnny », m'a dit tante Sarah autour d'une salade, en secouant la tête. « Pire que tu ne le penses. » Les retombées de l'affidavit avaient été catastrophiques. Bien que le procureur ait finalement décidé de ne pas poursuivre pour fraude criminelle, principalement parce qu'aucun argent n'avait réellement changé de main grâce à mon piège, les répercussions civiles ont suffi à les détruire. Mes parents s'étaient portés garants pour tout ce que Landon possédait. Son camion, ses prêts commerciaux ratés, ses cartes de crédit. Quand Landon a fui, les créanciers ne l'ont pas poursuivi. Ils ont poursuivi les co-signataires. La banque a saisi la maison la semaine dernière, a dit Sarah tranquillement. J'ai fait une pause, ma fourchette en suspens au-dessus de mon assiette. La maison où j'ai grandi. La maison où j'étais ignoré. La maison où Landon était vénéré. Où vivent-ils, demandai-je. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas de la culpabilité, mais un écho fantomatique d'obligation. Un appartement de 2 chambres près de la zone industrielle, a dit Sarah. Ton père travaille à temps partiel comme préposé à l'accueil à la quincaillerie. Ta mère? Elle reste assise et regarde la télé. Elle dit à quiconque veut bien l'écouter que son fils ingrat leur a tout volé. Elle est constante, ai-je noté sèchement. Et Landon? Ils l'ont attrapé au Nevada, a dit Sarah. Conduite en état d'ivresse, résistance à l'arrestation et un coffre rempli d'électronique volée. Il risque 3 à 5 ans. Il appelle tes parents en PCV tous les jours, leur reprochant de ne pas avoir engagé un meilleur avocat. Et Sierra? C'est la partie la plus triste, Sarah. Elle a eu le bébé, un garçon. Elle l'a appelé Léo. Léo, un lion. Un nom fort pour un enfant né dans un tel désordre. Elle vit avec ses parents, a continué Sarah. Elle fait des doubles services dans un dîner. Elle a essayé de poursuivre tes parents pour une pension, affirmant qu'ils avaient promis de payer, mais on ne peut pas tirer du sang d'une pierre. Tes parents sont en faillite, alors elle est seule. J'ai hoché la tête, absorbant l'information. C'était une tragédie, une ruine shakespearienne de leur propre fait. Mais en écoutant, j'ai vérifié mon baromètre émotionnel interne. Étais-je heureux? Non. Étais-je triste? Non. J'étais indifférent. C'est le véritable opposé de l'amour. Pas la haine, mais l'indifférence. Ils n'étaient que des gens que je connaissais autrefois, des étrangers qui partageaient mon nom de famille. Quelques semaines plus tard, j'ai dû retourner dans ma ville natale pour signer les derniers papiers pour la vente du chalet du lac. J'ai décidé de conduire la Rolls. En sortant du bureau du notaire, j'ai vu une femme marcher dans la rue en poussant une poussette. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient tirés en un chignon désordonné. Elle portait un uniforme de serveuse taché. C'était Sierra. Elle s'est arrêtée en voyant la voiture. L'énorme spectre sombre était difficile à manquer. Puis elle m'a vu. J'ai baissé la vitre,
non pas pour me vanter, mais parce qu'une partie de moi avait besoin de voir la réalité, de confirmer que le fantôme était parti. Johnny, a-t-elle soufflé. Elle a regardé la voiture, puis mon costume, puis mon visage. Tu as l'air bien. Je vais bien, Sierra, ai-je dit. Elle a baissé les yeux sur la poussette. C'est Léo. J'ai regardé le bébé. Il dormait. Il avait le nez de Landon. Pauvre gamin. Il est innocent dans tout ça, a dit Sierra, une pointe de désespoir dans la voix. Il a besoin de choses. Les couches coûtent cher. Mes parents me mettent à la porte le mois prochain. Elle recommençait. Même maintenant, debout dans les décombres de sa vie. Elle essayait de tirer le levier du distributeur de billets. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Tu as choisi Landon. Tu as choisi le mensonge. C'est la vérité. Juste un peu d'aide, a-t-elle supplié. Pour le bon vieux temps. Je t'aimais, Johnny. À ma façon. Non, Sierra, dis-je doucement. Tu aimais ce que je pouvais fournir. Tu ne m'as jamais vu. Tu n'as vu que le style de vie. J'ai appuyé sur le bouton et la vitre s'est relevée, me scellant à nouveau à l'intérieur de mon sanctuaire. J'ai mis la voiture en marche et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout là, petit et rapetissant jusqu'à n'être qu'un point dans le lointain. J'ai conduit directement au cimetière, non pas pour visiter une tombe, mais pour enterrer quelque chose. J'avais apporté une boîte avec moi. À l'intérieur se trouvaient les quelques souvenirs que j'avais gardés, une photo de Landon et moi enfant, une carte d'anniversaire de ma mère où elle disait réellement, avec amour, maman, et la bague de fiançailles que Sierra avait rendue après la menace légale. J'ai trouvé une poubelle près de la sortie. Je n'y ai pas mis le feu. Ça aurait été trop dramatique. J'ai juste laissé tomber la boîte dedans. En retournant à la voiture, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Un appel en PCV du pénitencier d'État. Accepterez-vous un appel d'un détenu? Landon Carter a demandé la voix automatisée. Je suis resté là, tenant le téléphone. Je pouvais l'accepter. Je pouvais l'entendre supplier ou crier ou me blâmer une dernière fois. Je pouvais l'envoyer promener. Je pouvais lui dire que j'avais gagné. Mais j'avais déjà gagné. Gagner, ce n'était pas le faire perdre. Gagner, c'était ne plus jouer au jeu. Non, dis-je à la voix automatisée. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro de la prison. Je suis monté dans ma voiture. Elena m'attendait en ville. Nous allions visiter une maison ensemble. Pas un manoir pour impressionner les gens, mais une maison avec un grand jardin pour les chiens et peut-être, juste peut-être, un enfant qui avait besoin de nous. J'ai allumé la radio. La chanson était entraînante. La route était ouverte. Le rétroviseur était vide. En rentrant en ville ce soir-là, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes d'orange violent et de violet doux, j'ai réalisé quelque chose de profond. Pendant 30 ans, j'avais été un figurant dans le film de ma propre vie. J'étais le personnage secondaire, l'acolyte, le bailleur de fonds. Le scénario avait été écrit par mes parents, réalisé par leur narcissisme, et mettait en vedette Landon comme le héros qui ne pouvait rien faire de mal. J'avais passé des décennies à essayer d'auditionner pour un rôle principal qu'il n'avait jamais eu l'intention de me donner. Je pensais que si je travaillais plus dur, payais plus, pardonnais plus, il finirait par dire « coupez ». Bon travail, Johnny. Tu es la star. Mais cet appel n'arrive jamais. Vous devez quitter leur plateau et construire votre propre studio. J'ai pensé au mot égoïste. C'était l'arme qu'ils utilisaient le plus contre moi. Tu es égoïste de ne pas partager. Tu es égoïste d'avoir de l'argent. Tu es égoïste de vouloir la vérité. Mais avec le recul, ce que j'ai fait n'était pas égoïste. C'était de l'autopréservation. Il y a une ligne distincte entre aider sa famille et permettre à des parasites de vivre. Aider, c'est relever quelqu'un quand il glisse. Permettre, c'est s'allonger pour qu'ils puissent marcher sur vous pour garder leurs pieds propres. J'avais été un paillasson tissé de billets de $100, et j'ai été choqué quand ils ont essuyé leurs bottes boueuses sur moi. Je suis arrivé à l'appartement d'Elena. Elle attendait sur le perron, tenant 2 tasses de café. Quand elle a vu la voiture, elle a souri. Pas le sourire affamé de Sierra, mais un véritable sourire de bienvenue. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit quand je suis sorti.
J'ai laissé tomber de lourds bagages, ai-je répondu en l'embrassant. Tant mieux, parce que j'ai trouvé une maison, dit-elle, les yeux pétillants. C'est une maison à rénover. Elle a besoin d'un nouveau toit. Le jardin est une jungle, et la cuisine date des années 70. Ça a l'air terrible, ai-je ri. Je l'adore. Et elle a hésité, me regardant avec une douceur qui a fait fondre les derniers morceaux gelés de mon cœur. J'ai reçu un appel de l'agence. Il y a une fratrie, un frère et une sœur, 5 et 7 ans. Ils ont besoin d'un placement en famille d'accueil. À court terme, peut-être à long terme. Mon cœur a sauté un battement. Un frère et une sœur. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Demandai-je, une douleur fantôme de ma propre enfance ressurgissant. Ils sont inséparables, dit Elena. Le grand frère protège farouchement la petite sœur. Il ne va nulle part sans elle. Des larmes ont piqué mes yeux. Un frère qui protège. C'est ce que j'avais toujours voulu être. C'est ce que j'avais toujours voulu avoir. Allons voir la maison, dis-je, la voix chargée d'émotion. Et ensuite, appelons l'agence. Nous avons acheté la maison à rénover. Je n'ai pas engagé d'entrepreneur. J'ai fait les travaux moi-même le week-end. J'ai démoli ce qui était pourri. J'ai poncé les planchers. J'ai peint les murs. Chaque clou que j'enfonçais était une réclamation de mon autonomie. Je n'étais pas le PDG de Johnny. J'étais juste Johnny, construisant une maison. Nous avons accueilli les enfants 6 mois plus tard. Leurs noms étaient Marcus et Chloé. Marcus était méfiant envers moi au début. Il se tenait devant Chloé chaque fois que j'entrais dans la pièce, la protégeant. Il me surveillait comme un faucon. Un jour, j'ai vu Marcus lorgner un ensemble Lego que j'avais acheté pour eux. Il l'a regardé, puis m'a regardé, attendant le piège, attendant que je le lui enlève ou que je lui dise qu'il me devait quelque chose. Je me suis assis par terre à côté de lui. Tu sais, dis-je en prenant une brique. J'adorais ça quand j'avais ton âge, mais je n'étais pas très doué pour construire seul. Tu veux m'aider? Marcus a hésité. Puis, lentement, il s'est assis. Nous avons construit un château. Quand nous avons eu fini, Chloé est venue et en a accidentellement renversé une partie. Je me suis figé, attendant que Marcus crie, attendant que le cycle se répète. Au lieu de cela, Marcus a ri. C'est pas grave, Chloé. On peut le reconstruire. On peut le faire plus grand. Il m'a regardé. Pas vrai, Johnny? C'est vrai, dis-je en ravalant la boule dans ma gorge. On peut toujours le reconstruire. Ce soir-là, après les avoir bordés, je me tenais dans l'embrasure de leur chambre. La veilleuse projetait une lueur chaude sur leurs visages endormis. Ils étaient en sécurité. Ils étaient aimés. Et ils apprenaient que l'amour n'est pas une transaction. Je suis descendu dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais un dernier email à écrire. C'était à mon avocat, Arthur. Sujet, le fonds en fiducie. Arthur, veuillez mettre en place un petit fonds éducatif pour Léo Carter, le fils de Sierra. Anonyme. Il ne pourra y accéder qu'à l'âge de 25 ans et seulement s'il a un casier judiciaire vierge et un diplôme ou une certification professionnelle. Ne laissez personne savoir que cela vient de moi. Surtout pas ses parents. Donnons à ce gamin une chance de briser le cycle, même si son père n'a pas pu. Johnny. J'ai cliqué sur envoyer. Il ne s'agissait pas de pardon. Je n'avais pas pardonné à Landon ou à mes parents. Il s'agissait de pitié et il s'agissait de s'assurer que la prochaine génération est une échelle, pas seulement une pelle pour creuser un trou plus profond. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'histoire de l'enfant chéri et du distributeur de billets était terminée. L'histoire de Johnny, Elena, Marcus et Chloé ne faisait que commencer. Et laissez-moi vous dire, le scénario est incroyable. Voilà donc mon histoire. C'est un rappel brutal que parfois les personnes les plus toxiques de votre vie sont celles qui partagent votre ADN. J'ai appris à mes dépens que la famille est un titre qui se mérite, pas un droit accordé à la naissance. Mes parents et mon frère ont utilisé le concept de devoir comme une arme pour m'exploiter. Ils comptaient sur ma culpabilité pour que l'argent continue de couler. C'est un piège courant appelé abus financier et il se cache souvent derrière le masque de la tradition ou de la loyauté familiale. Si vous êtes le Johnny de votre famille, le responsable, celui qui répare tout, le portefeuille, vous devez savoir ceci.
Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour dire non. Vous n'êtes pas égoïste de protéger votre avenir. Fixer des limites est la plus haute forme de respect de soi. Si l'amour de quelqu'un pour vous est conditionnel à ce que vous pouvez lui donner, ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. N'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de montrer votre propre dossier rouge de la vérité. Vous perdrez peut-être quelques parents, mais vous trouverez votre vraie famille. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour vous sauver? Ou peut-être avez-vous été celui qui devait nettoyer les dégâts de tout le monde? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre histoire.